Mon frère a déclaré, tu pompes les eaux usées pour gagner ta vie. Je ne veux pas que les invités sentent quoi que ce soit. Il a dit cela après que je lui ai prêté 35 000 $ pour payer son mariage. Je pensais qu'il serait reconnaissant que je l'ai aidé lorsqu'il était au plus bas, mais non. Pour lui, je ne suis qu'un distributeur automatique de billets où on retire de l'argent quand on en a besoin, puis on le jette de côté une fois qu'il a obtenu ce qu'il veut. Pire encore, il a toujours méprisé mon travail. Après avoir entendu tout ce qu'il a dit, je lui ai offert un mariage qu'il n'oublierait jamais. Restez pour découvrir ce que j'ai fait ensuite. Bonjour à tous. Je m'appelle Austin. J'ai 32 ans et je vis dans la banlieue de Houston. Je dirige une entreprise de nettoyage de fosses septiques depuis près d'une décennie, avec 10 camions spécialisés et 20 employés travaillant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mon travail ne nécessite pas de costume ou de chemise parfaitement repassée. Il n'y a pas de réunion derrière des murs de vernis de contrats à plusieurs millions de dollars à signer, mais je dirige mon entreprise sérieusement et j'en suis fier. Mes revenus sont stables au plus de 300 000 $ par an. J'ai une maison décente, un pick-up fiable et, surtout, je ne dois rien à personne. Chaque dollar que je possède provient du travail acharné et de la persévérance. Ma vie n'est pas fastueuse, mais elle est solide. Je n'ai besoin de personne pour me soutenir et je ne tends jamais la main pour demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais aux yeux de ma famille, rien de tout cela n'a d'importance. Je suis toujours juste celui qui nettoie les eaux usées. Celui dont ils sont vraiment fiers est mon jeune frère. Mon frère, Adrien, a 4 ans de moins que moi et a toujours été l'enfant chéri de la famille. Non pas parce qu'il gagne beaucoup d'argent, mais parce qu'il est habile avec ses mots. Il change constamment d'emploi, ne restant jamais plus d'1 an au même endroit, mais il se présente toujours au dîner de famille avec les cheveux parfaitement coiffés et une promesse concernant quelque chose qui est sur le point d'arriver. Il n'a rien à se mettre sous la dent, pourtant il est toujours traité comme s'il était sur la voie du succès. Quant à moi, même si je suis sur mes 2 pieds depuis l'âge de 26 ans et que je n'ai jamais appelé une seule fois à la maison pour demander de l'argent, je suis toujours celui à qui l'on demande, alors, quand allez-vous chercher un emploi plus stable? Je pensais autrefois qu'aussi longtemps que je travaillerais dur, que je vivrais correctement et que je garderais la tête haute, un jour il comprendrait. Il y aurait un dîner de famille où mon père me taperait dans le dos et dirait, « Fils, je suis fier de toi. » Ce jour-là ne s'est jamais présenté. Et plus je vieillis, plus je me rends compte que quoi que vous fassiez, le point de vue de certaines personnes sur vous ne changera pas. Je suis habitué au regard de travers lorsque je rentre du travail, sentant encore l'essence, les mains pas tout à fait propres. Habitué au silence gênant chaque fois que je parle de mon travail. Habitué à toutes les histoires qui tournent autour d'Adrien, sa nouvelle entreprise, ses derniers projets, un ami riche qu'il vient de rencontrer. Je ne suis pas du genre à avoir soif de louanges. Je veux être considéré comme un homme qui a sa valeur ou quelque chose qui ne se mesure pas à l'apparence ou à la facilité de parole. J'ai toujours pensé que rester silencieux était la bonne chose à faire. Si je continuais simplement à vivre correctement et à faire ma part, tout finirait par être compris, comme il se doit. Jusqu'au jour où Adrien, le frère jumeau auquel je venais de prêter 35 000 $ pour son mariage, a déclaré, « Tu pompes les eaux usées pour gagner ta vie. Je ne veux pas que les invités sentent quoi que ce soit. » À ce moment-là, j'ai réalisé que si vous ne vous exprimez jamais, certaines choses seront piétinées, et tôt ou tard, le respect de soi d'un homme, même s'il est du genre silencieux, doit se lever et se faire entendre. Il y a 3 mois, un samedi après-midi, j'ai reçu un appel de mes parents me disant que toute la famille dînerait ensemble. C'était rare. Nous ne nous sommes assis à la même table pendant des années que lorsqu'un événement important s'est produit rarement à propos de moi. Au moment où j'ai franchi le seuil, ce qui m'a frappé n'était pas l'odeur de la nourriture, mais le regard calme et serein de mon jeune frère, Adrien. Je n'ai rien dit, j'ai simplement hoché légèrement la tête et pris place. L'atmosphère était d'abord silencieuse, agréable mais forcée. Quelques questions polies ont été posées, mais tout semblait tendu, comme si tout le monde attendait un signal pour passer à la vraie raison de notre présence. Et puis, comme si tout avait été scénarisé à l'avance, ma mère a doucement posé ses baguettes, s'est éclairci la gorge et a souri. Adrien va se marier. Je me suis figé une seconde. Mon frère n'a jamais été du genre à se caser. Il vivait librement, dilapidait de l'argent comme si de rien n'était et changeait de petit ami comme de chemise. Mais je n'ai rien laissé paraître, j'ai simplement hoché lentement la tête, comme un geste poli, et rien de plus. Puis mon père a pris la parole. Sa voix était calme mais portait du poids. Austin,
ta mère et moi voulons te demander quelque chose. Au moment où il a terminé, je me suis penché en arrière sur ma chaise, j'ai croisé les bras et j'ai répondu d'une voix ferme, teintée de juste assez de sarcasme pour couper. Vous avez besoin d'un de mes camions de vidange comme voiture de mariage? Mettez quelques rubans roses. Il fallait que ça se remarque. Adrien s'est immédiatement tourné vers moi, les yeux perçants, la mâchoire serrée comme s'il retenait quelque chose. Il a parlé, la voix plus basse que d'habitude. Tu penses que je veux que nos invités voient un camion à merde garé devant la salle? J'ai laissé échapper un rire sec, un demi-rire, juste assez pour dire, ne me pousse pas, mais pas suffisamment amical. Alors, de quoi avez-vous besoin? À ce moment-là, Adrien a expiré longuement et profondément, comme s'il dégageait le chemin pour laisser tomber quelque chose de gros. Il a posé ses deux mains sur la table et m'a regardé droit dans les yeux, attendant. Peux-tu m'aider à couvrir les 35 000 $ du mariage? J'ai un peu plissé les yeux, levant un sourcil, gardant mon visage aussi neutre que possible, mais intérieurement j'ai ri un rire amer et mordant. J'ai répété, lentement et fermement, 35 000 $? Il a hoché la tête tout de suite, sans hésitation, comme s'il avait déjà décidé que je dirais oui. J'ai regardé mes parents. J'ai attendu que quelqu'un brise la tension ou une phrase pour expliquer les choses, peut-être une tentative maladroite d'adoucir le moment, mais non, cela ne viendrait pas. Ce que j'ai obtenu à la place, c'est une performance, répétée jusqu'aux pauses. Ma mère a parlé la première, sa voix s'est soudainement adoucie, comme si elle consolait un enfant qui venait de se faire réprimander injustement. Nous savons que nous n'avons pas été justes envers toi par le passé. Puis Adrien a suivi, baissant légèrement la tête, avec un sourire timide destiné à ressembler à des remords. Je suis désolé aussi. Je sais que je ne t'ai pas toujours bien traité, mais c'est le jour le plus important de ma vie, et j'ai besoin de ton aide. Je suis resté silencieux. Je les ai regardés, les trois mêmes personnes qui m'avaient autrefois tourné le dos, qui avaient méprisé mon travail et qui ne pouvaient même pas me regarder dans les yeux lorsque je suis entré avec un uniforme taché de terre et d'eaux usées. Pour la première fois, ils se sont excusés, mais non pas parce qu'ils regrettaient vraiment quelque chose, ils avaient juste besoin d'argent. J'ai respiré profondément, me suis levé et tranquillement remis la chaise en place. Puis, glissant mes mains dans mes poches, j'ai parlé lentement. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Puis je me suis retourné et je suis sorti de cette maison, sans jamais regarder en arrière. À ce moment-là, j'ai réalisé que chaque parole gentille qu'il m'avait jamais dite avait un prix, et j'étais celui qui était sur la table de négociation. Après ce dîner, mon téléphone n'a pas cessé de sonner pendant près d'une semaine. Des textos, des appels manqués, des messages vocaux, la plupart venaient de ma mère et d'Adrien. Sa voix est passée dans un message si familier que je pouvais pratiquement entendre chaque inflexion. Ton père et moi vieillissons. Nous n'avons personne d'autre sur qui compter que toi. Le ton d'Adrien était plus doux, mais pas moins calculé. S'il te plaît, frère. Si tu te maries un jour, je promets de payer ton mariage. J'ai tout lu, chaque mot, mais je n'ai pas répondu. Je voulais voir jusqu'où ils iraient cette fois-ci et ce qu'ils essaieraient ensuite. Puis le dimanche matin suivant, la sonnette a sonné alors que je préparais le café dans la cuisine. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu tous les trois, mon père, ma mère et Adrien, debout sur le perron. Ma mère serrait son sac à main, le visage plein d'inquiétude, mon père se tenait les bras croisés, le visage impassible, Adrien était vêtu d'une chemise blanche impeccable, pas une ride en vue, forçant un sourire poli. J'ai soupiré, je me suis approché, j'ai ouvert la porte et je me suis écarté pour les laisser entrer. Il n'y a eu aucune politesse. Au moment où ils se sont assis sur le canapé, ma mère a parlé, sa voix tendue, comme si elle risquait de craquer à tout instant. Austin, ton père et moi, nous n'avons pas d'autres options. Elle a fait une pause, puis a ajouté, nous voulons juste qu'Adrien ait un mariage convenable, mais l'argent est serré, mon fils. Avant que quelqu'un d'autre puisse intervenir, Adrien a interrompu, sa voix douce comme une brise, mais son expression. Oh, je connaissais ce texte par cœur. Je sais que j'ai dit de mauvaises choses sur ton travail avant, mais c'est le jour le plus important de ma vie. J'ai besoin de ton aide. Puis, avec un sourire timide, il a ajouté, et si tu te maries un jour, je jure que je te rendrai l'appareil. Après tout cela, je n'ai pas dit un mot. Je me suis assis en arrière, les bras croisés, la tête appuyée contre le dossier, les yeux au plafond, les laissant simplement terminer leur performance. 1 minute, puis 2. J'ai laissé le silence agir et s'attaquer au mur émotionnel qu'ils essayaient de construire. Finalement,
j'ai parlé. Ma voix était calme, inébranlable. Très bien, je vais aider. Le visage d'Adrien s'est illuminé à ce moment-là, comme si tous ses problèmes venaient de disparaître. Mais avant qu'il puisse dire merci, j'ai levé la main. Mais ce genre d'argent n'est pas donné à bon marché. 35 000 $, ce n'est pas quelque chose que je jette par-dessus bord après des excuses à moitié sincères. J'ai fait une pause, puis j'ai reparlé, plus lentement cette fois, chaque mot comme un coup de marteau sur la table. Je veux un accord écrit, sans intérêt, 2 ans pour le rembourser. Si vous acceptez le prêt, je transférerai l'argent. Sinon, vous êtes seul. Le silence est devenu total dans la pièce. Il me regardait soudainement, une version de moi à laquelle il ne s'attendait pas. Après quelques secondes, ma mère m'a regardé, les yeux larmoyants, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Devons-nous faire ça comme ça? Nous sommes une famille. J'ai ri un son sec et creux sans aucune joie. J'ai regardé chacun d'eux, ceux qui se moquaient de moi, qui méprisaient mon travail, qui qualifiaient mon travail de sale. Famille, hein, ai-je dit lentement. Combien de fois ai-je envoyé de l'argent à la maison au cours des 10 dernières années? Combien de fois vous ai-je soutenu dans l'ombre? Quelqu'un a-t-il déjà demandé si j'allais bien? Personne n'a répondu. Je me suis penché en arrière, la voix basse mais ferme. Ce sont mes conditions. Dites oui, et j'aiderai. Sinon, trouvez comment gérer votre grand jour sans moi. Adrien a ouvert la bouche, prêt à réagir, mais alors mes yeux ont croisé les siens. Ce regard l'a arrêté net. Mon père a détourné le visage, ma mère a poussé un léger soupir. Quelques secondes se sont écoulées avant qu'Adrien ne finisse par hocher la tête, la voix basse. Très bien, j'accepte. Tant que tu m'aideras pour le mariage. J'ai légèrement hoché la tête et me suis levé, la voix calme mais définitive. Bien. Revenez demain. J'aurai les papiers prêts. Et avec ça, ils se sont levés et ont quitté ma maison. À ce moment-là, ils savaient que s'ils voulaient quoi que ce soit de moi à nouveau, ils devraient jouer selon mes règles. Je ne suis pas assez stupide pour donner de l'argent liquide à Adrien. Si cet argent finissait entre ses mains, je savais qu'il disparaîtrait en quelques heures sur un nouveau costume, une montre de luxe ou un dîner de réseautage avec des amis dont je n'avais même jamais entendu parler. Je savais très bien que pour Adrien, tenir une promesse n'était jamais le but, obtenir l'argent l'était. Quant à le rembourser, j'étais certain que l'idée ne lui était même pas venue à l'esprit. Le lendemain matin donc, après que tous les papiers aient été signés, je n'ai pas donné un sou à Adrien. Au lieu de cela, je suis allé à la salle qu'il avait choisie, un restaurant chic étoilé au Michelin au cœur de la ville. J'ai rencontré le directeur, j'ai examiné le menu et je me suis payé le montant total de la réception de mariage. Je n'ai pas laissé Adrien gérer le moindre détail. Je voulais m'assurer que mon argent allait exactement où il devait aller. Le même après-midi, Adrien m'a appelé. Sa voix était trop joyeuse pour quelqu'un qui me traitait habituellement comme un bruit de fond. Tu l'as déjà fait, mec. Merci, Austin. Je savais que tu ne me laisserais pas tomber. Je m'en souviens encore clairement, lorsque je suis arrivé pour lui remettre la confirmation de réservation, il est sorti de la maison et m'a embrassé un câlin que, en 32 ans d'être son frère aîné, je pouvais compter sur les doigts d'une main. Je savais que tu étais un bon gars, a-t-il dit, souriant de toutes ses dents, les yeux brillants comme si je venais de lui remettre l'avenir sur un plateau d'argent. J'ai simplement hoché la tête, j'ai reculé et je n'ai rien dit. À ce moment-là, j'ai vraiment cru avoir fait la bonne chose. Peu importe à quel point j'avais été négligé, j'aurais quand même réussi à me montrer avec cœur et à être à la hauteur de ce que signifie être un grand frère. Mais je me trompais cruellement. Car 2 jours seulement avant le mariage, le masque parfait d'Adrien s'est effondré, et ce que j'ai vu en dessous était le vrai lui, impudent, calculateur et plus que disposé à effacer la seule personne qui le soutenait, simplement parce que je ne correspondais pas à l'image qu'il voulait montrer au monde. 2 jours avant le mariage d'Adrien, toute la famille s'est réunie pour dîner chez mes parents. En surface, tout semblait normal, mais quelque chose clochait dans l'air, une pause entre les conversations, l'attention flottant sous les petites discussions. Et Adrien, il n'était pas comme d'habitude. L'énergie confiante et vantarde avait disparu, à la place, il avait l'air mal à l'aise, les yeux se fixant sur moi à plusieurs reprises sans dire un mot. Je me versai un autre verre lorsque sa voix a brisé le silence, incertaine, sans son arrogance habituelle. « Austin, peux-tu me rendre un dernier service ?» Je l'ai regardé, les yeux fixés. Mon ton commençait à porter une pointe d'agacement. « Quoi maintenant ?»
Il s'est éclairci la gorge, a posé son verre et m'a regardé, son regard se détournant comme s'il testait les os avant de sauter. Dans 2 jours, je préférerais que tu ne viennes pas au mariage. Je me suis figé. Que as-tu dit? Adrien a esquissé un sourire tendu et maladroit et a instinctivement levé la main pour ajuster son col. Sa voix s'est adoucie, mais j'ai pu entendre le tremblement en dessous. C'est juste, la famille de ma fiancée, ses invités, ce sont tous des gens de statut ou des partenaires commerciaux, des amis et toi, avec le travail que tu fais. C'était ça. Ma main s'est resserrée autour du verre, le froid n'était pas suffisant pour refroidir ce que je sentais bouillir dans ma poitrine. Le travail que je fais, ai-je répété, essayant de garder ma voix ferme. Adrien a soupiré, luttant clairement pour enjoliver ce que même lui savait avoir l'air laid. Je veux dire, l'entreprise de vidange. Tu sais, les mariages sont des événements formels. Je crains que ta présence n'attire l'attention de la mauvaise façon. J'ai ri lorsque ces mots ont quitté sa bouche ou un rire court, sec, amer. Donc, tu veux mon argent, mais pas moi. Adrien a rapidement agité les mains, essayant d'adoucir le coup. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux que tout soit parfait, tu sais? Je sais, les jeux interrompus, ma voix tombant à quelque chose de bas et de tranchant. Parler de quoi? Que je sens mauvais? Que je vais salir ton précieux mariage de luxe? Il m'a regardé pendant un instant, puis a poussé un long soupir, le masque poli s'est fissuré, remplacé par la frustration, simple et non filtrée. Austin, n'exagère pas. Je veux ce qu'il y a de mieux pour les 2 parties. J'ai souri. Ma voix est devenue glaciale. Ce qu'il y a de mieux, c'est que je me taise, que je remette l'argent et que je disparaisse comme si je n'avais jamais fait partie de tout ça. Adrien a claqué sa main sur la table, la voix s'élevant. Ce n'est pas ce que je dis. Je ne veux pas que personne te voie dans cet uniforme. Je ne veux pas tes bottes boueuses à l'hôtel. Je ne veux pas que les gens te regardent et me jugent. C'était tout. J'ai claqué ma main sur la table, les couverts ont tintinabulé et ont sauté sur l'impact. Alors, qu'est-ce que tu penses qu'ils vont dire, Adrien? Que le type qui a payé ton foutu mariage ne mérite même pas d'y être. Adrien s'est levé de sa chaise, sa voix tranchant le silence comme une lame. Tu pompes les os usés. Je ne veux pas que les invités sentent quoi que ce soit. La pièce est devenue silencieuse, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton muet. Ma mère regardait son assiette, mon père croisa les bras, ne montrant aucune réaction. Personne n'a eu l'air choqué au juste moi, debout là, voyant enfin Adrien pour ce qu'il était vraiment. Je me suis levé lentement et j'ai retiré ma chaise, les yeux ne le quittant jamais. Ma voix était basse, froide et plate, comme une lame fine glissant entre les côtes. Tu as raison. Je n'appartiens pas à ton monde. J'appartiens à ceux qui savent être reconnaissants, traiter les autres avec respect et ne pas utiliser l'argent comme excuse pour empiéter sur la dignité de quelqu'un. J'ai jeté un coup d'œil à mes parents. Ma voix a ralenti et s'est approfondie. Et je suppose que vous 2 êtes d'accord avec lui aussi, n'est-ce pas? Personne n'a répondu au juste le silence. J'ai hoché une fois la tête et j'ai pris mon manteau au dos de la chaise. À la porte, je me suis tourné vers Adrien une dernière fois, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, tu veux un mariage parfait? Tu l'auras. Mais crois-moi, ce sera une journée que tu n'oublieras jamais. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Toute la maison était silencieuse au pas de circulation à l'extérieur, pas de plancher qui grinçait juste le tic-tac de l'horloge murale et le son de mes battements de cœur qui résonnaient dans ma poitrine. La colère était en moi comme un feu qui brûlait lentement. Elle ne rugissait pas, elle ne criait pas, elle mijotait simplement, montant à chaque respiration que je prenais. Mais ce n'était pas la colère qui me tenait éveillé, c'était l'amertume. C'était ma famille ou les gens qui étaient censés être l'endroit où je pouvais toujours retourner, peu importe ce que je faisais dans la vie. Et pourtant, encore et encore, ils m'ont traité comme un porte-monnaie ambulant à un homme dont la valeur commençait et finissait par ce qu'il pouvait donner. Et alors? Je nettoie des fosses sceptiques pour gagner ma vie. Je n'ai jamais été du genre à briller sur papier, je l'admets. Alors que les enfants de mon âge postulaient à l'université, affichant leurs notes et leurs réalisations en ligne, j'ai pris une autre route. J'ai quitté la maison à 18 ans, je me suis créé une vie de mes propres mains et j'ai tout construit à partir de zéro. Je n'ai pas de diplôme prestigieux, je n'ai pas de photos professionnelles sur LinkedIn, mais j'ai un vrai travail, de vrais revenus et de vrais employés qui dépendent de moi. Et pas une seule fois où je n'ai jamais dû un centime à personne.
Je ne vis pas pour les impressionner, mais au fond, peut-être juste un peu, j'avais espéré qu'un jour ils me verraient pour l'homme que je suis, non pas pour mon travail, mais pour la façon dont je me comporte dans cette vie. Mais non, à leurs yeux, je serai toujours celui qui pompe les eaux usées. Combien de fois les ai-je aidés lorsqu'ils étaient à terre, ai-je envoyé de l'argent discrètement lorsqu'ils en avaient besoin, sans demander, sans rappel? Pas de merci, pas de texto disant qu'ils l'appréciaient. Cela disparaissait toujours, comme si c'était mon devoir, comme si c'était ce que je devais faire. Et ils m'ont humilié ce soir, là, dans la maison où j'ai grandi ouvertement, froidement. Ils étaient heureux de prendre 35 000 $ de moi mais ne voulaient pas de moi au mariage que j'avais payé. J'ai regardé le plafond, la lumière jaune tamisée projetant de longues ombres sur les murs. Une question a résonné dans mon esprit encore et encore, comme un cœur cruel qui ne s'arrêterait pas, sans moi, si cet argent n'était pas sorti de ma poche, le mariage de rêve d'Adrien aurait-il même eu lieu? La réponse était évidente, et je savais que je ne pouvais pas laisser ça se terminer comme ça. Le lendemain, le mariage d'Adrien a eu lieu dans l'une des salles les plus luxueuses du centre-ville de Houston. Des rangées de longues tables de banquet étaient garnies d'argenterie polie, de flûtes à champagne en cristal et d'une douce musique d'ambiance flottant du coin de la pièce. L'endroit entier empestait l'élégance ou le genre de rêve qu'Adrien avait toujours poursuivi. Au centre de la salle, Adrien se tenait rayonnant, l'image même du marié parfait, comme quelqu'un tout droit sorti de la couverture d'un magazine de mariage. C'était son jour. Tous les regards étaient rivés sur lui et sa mariée, comme s'il vivait la scène finale d'un conte de fées impeccable. Mais sous toute cette perfection organisée, je savais qu'il manquait encore quelque chose. Un son a coupé l'air alors qu'Adrien levait son verre pour remercier les invités. Bip bip. Au début, ce n'était qu'un bruit étrange et déplacé dans un cadre par ailleurs élégant. Puis vint une deuxième corne, puis une troisième forte, aiguë et impossible à ignorer. Les têtes se sont tournées vers la grande entrée, et c'est alors qu'ils les ont vus. Un par un, 5 camions de service blancs et les miens sont arrivés et se sont garés proprement devant la salle, chacun étincelant de propreté, orné de rubans roses. Sur le côté de chaque camion, en grosses lettres, figurait un message, fier sponsor du mariage d'aujourd'hui Austin S Environmental Service. Quelques secondes plus tard, les portes de la salle se sont ouvertes grand. Près de 20 de mes employés sont entrés, tous vêtus d'uniformes gris-bleu assortis, des badges nominatifs brillants, des bouquets à la main, marchant comme s'ils y appartenaient ou parce qu'ils y appartenaient. Des soupirs se sont répandus dans la salle, quelques invités ont instinctivement baissé leurs verres, certaines femmes se sont pincé le nez, bien qu'il n'y ait pas d'odeur à laquelle réagir. Des chuchotements se sont répandus, des sourcils se sont levés, et tous les regards se sont tournés vers le cortège inattendu qui traversait le sol luxueux. Puis je suis entré non pas en uniforme de travail, juste une chemise habillée grise propre, un pantalon foncé et des chaussures cirées. Pas accent grave-l'œil, mais assez pour se démarquer parmi mon équipe, assez pour que personne ne puisse me manquer de l'autre côté de la salle. J'ai vu Adrien, son visage s'est figé, son sourire était toujours en place, mais ses yeux étaient complètement perdus. Il ne savait pas ce qui se passait, mais moi si. Car cet instant c'était la partie du plan qui importait le plus, la partie à laquelle il ne s'attendait pas. L'ambiance dans la salle de banquet changea en un instant. Les conversations s'interrompirent en plein milieu de phrases. Les gens se mirent à regarder autour d'eux, à chuchoter. Quelques invités froncèrent les sourcils, certains ricanèrent derrière leurs mains, supposant qu'il ne s'agissait que d'un numéro original prévu par le marié. Au centre de tout cela, Adrienne resta figée. Le sourire était toujours étiré sur son visage, mais ses yeux étaient le chaos, le choc, la panique, et finalement, la rage. Cela se jouait sur son visage comme un film projeté pour toute la salle. Puis il craqua. Sa voix coupa la musique et le cliquetis des verres comme une lame. « Que faites-vous ici ?» Comme sur commande, un de mes hommes de longue date, Eddie Grand, bronzé, arborant toujours ce sourire malicieux poussa une poubelle en acier inoxydable impeccable au milieu de la salle. Il s'arrêta, fit un signe de tête décontracté dans la salle, et répondit de la voix la plus calme que vous n'ayez jamais entendue, « Oh, nous sommes juste là pour ramasser celui qui a jeté sa famille à la poubelle. » La salle explosa de rire. Quelques invités applaudirent même, se penchant en avant sur leur siège, pensant toujours que tout cela faisait partie du spectacle. Mais Adrienne ne riait pas. Il croisa mon regard, et je vis une confusion brute, de la colère et de la peur emmêlées derrière son regard. À ce moment-là, la sécurité de la salle apparut à un homme grand en costume noir, avec un écouteur se déplaçant rapidement mais respectueusement à travers la foule. Son expression était sérieuse, son ton ferme.
Monsieur, je dois vous demander à vous et à votre équipe de quitter la manifestation. Je ne répondis pas tout de suite. Au lieu de cela, je glissai lentement ma main dans mon manteau et sortis un paquet de documents soigneusement pliés. D'un geste délibéré, je le tins pour que tous puissent le voir. Ma voix était assez forte pour porter à travers le silence. Je pense que vous voudrez peut-être regarder ceci. Je m'avançai et lui tendis les papiers. C'est le contrat de location de la salle d'aujourd'hui, et le nom qui y figure est le mien. Il prit les papiers, les yeux scannant ligne par ligne. L'expression rude sur son visage se fondit en hésitation en quelques secondes. Il leva les yeux vers moi, et cette fois, il fit un signe de tête silencieux, avec quelque chose qui ressemblait beaucoup au respect. Je souriai un peu, puis dis clairement, j'ai payé pour toute cette manifestation, donc si quelqu'un ici n'a pas sa place, ce sont ceux qui sont rapides à prendre l'argent mais tout aussi rapides à renier leur sang. C'est ainsi que les applaudissements cessèrent, les rires s'éteignirent. Toute la salle tomba sous un silence lourd qui donnait l'impression que les murs retenaient leur souffle. Des douzaines de regards se tournèrent vers le marié ou celui qui avait rêvé d'un mariage parfait mais avait oublié que la vraie perfection est fondée sur la gratitude, et non sur le rejet. Exactement une minute plus tard, tout dans cette salle de banquet immaculée prit un tournant auquel personne ne s'attendait. L'écran LED massif derrière la scène s'alluma soudainement. Les invités tournèrent la tête vers l'avant, confus, murmurant, et incertains de ce qui se passait. Puis les images commencèrent. Là, sur l'écran, se trouvait Adrienne assis dans la salle à manger de mes parents, les bras croisés, le visage crispé d'irritation, ses yeux froids. Puis vint sa voix en colère, ferme et cristalline. C'est vrai, tu n'es qu'un type nul. Tu n'as pas ta place dans mon monde. Toute la salle devint immobile. Pas un murmure, pas un souffle. C'était comme si l'air lui-même avait été aspiré. Sous la faible lueur de l'écran, Adrienne s'agrippa au bord d'une table, le visage pâle, puis rouge, tordu de panique. Il cria, sa voix se brisant lorsqu'il réalisa ce qui se jouait devant tout le monde. « Vous avez enregistré ça ?» Je restai où j'étais, en plein centre de la salle, les bras croisés, les yeux rivés sur lui. Puis, avec le calme de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre, j'inclinai la tête et offris un sourire froid et entendu. Bien sûr, je l'ai fait, ma voix résonna clairement à travers le silence stupéfait. Quand vous mettez 35 000 $ pour un mariage, vous apprenez à vous protéger. Juste une petite police d'assurance pour m'assurer de ne plus être utilisé. Des soupirs redevraient cette fois. Quelques invités se regardèrent, la mâchoire pendante, secouant la tête avec incrédulité. Les chuchotements revinrent, mais ils changèrent. Le ton était différent maintenant, pas de confusion, pas d'amusement, du jugement, du dégoût. Un par un, les regards commencèrent à se tourner non pas vers moi, mais vers Adrienne ou le garçon d'or, le centre de la journée de conte de fées. Et à ce moment-là, ils ne virent pas un marié, ils virent ce que je savais depuis toujours, un homme prêt à prendre l'argent de son frère, puis à l'effacer pour le bien de son image. Et maintenant, ils ne pouvaient plus effacer cela. L'atmosphère dans la salle de banquet était devenue suffocante. Plus de cliquetis de verre, plus de toasts joyeux, juste un silence si lourd qu'on avait l'impression que les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Près de la table d'honneur, je vis les futurs beaux-parents d'Adrienne assis dans un calme stupéfait. Sa belle-mère, une femme élégante, les cheveux soigneusement attachés et un collier de perles autour du cou, secoua lentement la tête. Ses yeux se fixèrent sur l'écran comme si elle ne pouvait toujours pas croire ce qu'elle venait de voir. « A-t-il dit ça ?» demanda-t-elle, la voix sèche, empreinte d'incrédulité et d'une profonde déception. Personne ne répondit, mais dans cette salle, il n'y avait plus place au doute. La vérité avait été exposée forte, claire et indéniable. Dans un coin, un homme d'âge moyen, probablement l'un des associés commerciaux de la famille de la mariée, sourit, laissant échapper un léger ricanement. Eh bien, c'est un sacré retournement de situation. Un murmure parcourut la foule, des regards de côté, des regards gênés. La tension malaisée était partagée entre les personnes qui venaient de réaliser qu'elles assistaient à un désastre qui se déroulait en temps réel et étaient secrètement heureuses de ne pas en faire partie. Puis, comme une mèche qui brûle lentement et rencontre enfin la flamme, un groupe d'invités se leva silencieusement. Pas d'éclat, pas de commentaires dramatiques, juste un message silencieux et sans équivoque, nous ne voulons pas faire partie de ce désordre. Puis un autre groupe suivit. Certains invités s'arrêtèrent sur leur chemin, lançant des regards froids et accusateurs dans la direction d'Adrienne, des visages tordus d'un mépris silencieux. Et là, Adrienne resta debout, comme une statue au centre d'une foule qui s'effondrait,
regardant impuissants les invités s'éloigner les uns après les autres. La panique s'insinua dans ses yeux, puis le désespoir. Il se tourna pour regarder nos parents, suppliant silencieusement de l'aide, d'un sauvetage. Mais pour la première fois de sa vie, il n'avait rien à dire, pas de défense, pas d'excuse. Il avait perdu le contrôle, et le mariage de rêve auquel il s'était accroché si étroitement se déroulait sous ses yeux. Alors que la salle se vidait, la salle autrefois bondée devint vide et froide. Et c'est à ce moment-là que commença l'acte final de l'histoire. Je me suis tourné vers Anna, la mariée, qui était restée assise pendant tout le chaos, immobile et silencieuse. Elle serrait fermement son verre à vin, sa mâchoire était serrée, ses yeux brillaient d'une expression se situant entre la fureur et l'incrédulité. Puis, lentement, elle se leva. Chaque pas qu'elle faisait résonnait dans la salle désormais silencieuse ou lourde et délibérée. Elle alla droit à Adrienne et s'arrêta, se tenant face à face avec lui, arborant une expression que je n'avais jamais vue auparavant, glaciale, immobile et profondément résolue. « Adrienne, dit-elle, sa voix basse mais tranchante comme de l'acier, quel genre d'homme êtes-vous » Adrienne se jeta en avant, cherchant à lui prendre la main, sa voix tremblait de panique. « Anna, je peux expliquer. Ce n'est pas ce que tu penses, je le jure. » Mais Anna retira sa main comme si elle avait touché une flamme. Sans un mot, elle baissa les yeux et retira l'anneau de mariage scintillant de son doigt. Elle le fit rouler une fois entre ses paumes, puis soudainement en clingue elle le lança par terre. L'anneau de métal tranchant contre la pierre coupa la salle comme un coup de feu bien plus fort que toute gifle qu'Adrienne aurait pu recevoir. « Je ne peux pas épouser un homme comme toi, dit-elle sèchement, sa voix stable comme un marteau. Ce mariage se termine ici. » Adrienne cria, « Non, Anna. Tu ne peux pas me faire ça. » Mais Anna ne se retourna même pas. Elle se tourna vers ses parents, ils hochèrent légèrement la tête en silence, et tous les trois sortirent, laissant Adrienne debout, seule dans les ruines du mariage parfait dont il avait autrefois rêvé d'impressionner tout le monde, chaque détail planifié jusqu'au dernier ruban, détruit par la vérité qu'il avait essayé d'enterrer. Après qu'Anna eut annulé le mariage et soit sortie avec sa famille, Adrienne resta là, les yeux grands ouverts, stupéfait, comme s'il ne pouvait pas assimiler que ce qui venait de se passer était réel. Mais cela ne prit que quelques secondes. Son regard se tourna brusquement vers moi, comme une lame. Je savais que ce moment arriverait, et j'étais prêt. Adrienne se précipita vers moi. Le marié parfaitement taillé, l'homme fier dans son costume sur mesure, était maintenant réduit à une figure tremblante, le visage tordu de rage. À ses yeux, j'étais le méchant, celui qui avait détruit le mariage de rêve de sa vie. « Qu'est-ce que tu as fait » cria-t-il, sa voix brisée de fureur. « C'était mon jour. Je vais te poursuivre. » Le cri sembla faire rebondir nos parents à la vie. Ils se retournèrent brusquement, mais pas vers lui, ils se retournèrent vers moi. La voix de ma mère était tremblante, stupéfaite et furieuse à la fois. « Austin, comment as-tu pu ? Tu es allé trop loin. Comment as-tu pu humilier ton frère comme ça ?» Avant qu'elle ne puisse dire un autre mot, mon père intervint. Son ton était bas, froid, comme une pierre sur l'acier. « Nous n'avons pas un fils qui puisse être aussi cruel. » C'est à ce moment-là que je suis parti non pas amèrement, non pas avec de la rancune, juste vide, un son creux, du genre que vous laissez sortir lorsque toutes les émotions ont déjà brûlé et qu'il ne reste plus que le silence. Puis, tandis que tous ceux qui étaient encore debout dans la salle regardaient, j'ai plongé ma main dans ma poche de manteau et j'ai sorti une feuille de papier pliée le contrat de prêt original, signé clairement et soigneusement par Adrienne. Je l'ai tenu en l'air. Ma voix était stable et calme, comme si je racontais une petite blague triste. Vous savez ce qu'il y a de plus drôle ? J'ai fait une pause, j'ai laissé le silence respirer, puis j'ai dit, c'est 35 000 $. Faisons comme s'ils n'avaient jamais existé. Leurs yeux se sont élargis. Ceux d'Adrienne, de mes parents, des quelques invités stupéfaits encore figés. Avant qu'ils ne puissent réagir, j'ai sorti un briquet de ma poche, je l'ai allumé et j'ai mis le coin du papier en feu. Le feu a pris rapidement, le papier s'est enroulé, a noirci et s'est effondré en morceaux sur le sol disparu. Juste comme ça. La bouche d'Adrienne s'est ouverte, essayant de former des mots, peut-être une protestation, peut-être un cri, mais rien n'est sorti. À la fin, il est parti avec nos parents silencieux, secoués et finalement, complètement seul. Lorsqu'Adrienne et mes parents ont quitté la salle de banquet, la salle est enfin tombée au silence. J'ai respiré profondément. Quelque chose persistait encore dans ma poitrine, un sentiment que je ne pouvais pas nommer exactement. Ce n'est pas exactement de la colère,
mais pas tout à fait du soulagement non plus. C'était peut-être une sorte de libération. Je me suis tourné vers mon équipe, les hommes qui, pendant des années, avaient travaillé sans relâche sous le soleil brûlant à 100 degrés, sous une pluie battante, entourés de choses que la plupart des gens préféreraient fuir, des hommes qui m'ont montré plus de respect que les gens que j'appelais autrefois ma famille. J'ai sorti une chaise, j'ai tapoté celle à côté de moi, et avec un sourire rare, j'ai dit, on va se faire un festin. Prenez place, les gars. Quelques secondes de silence, puis tout le groupe a éclaté de rire. Pas de gêne, pas d'hésitation, personne n'a demandé, vous êtes sérieux? Ils le savaient déjà. Ils étaient plus les bienvenus ici que quiconque avait assisté à ce mariage. Les chaises ont glissé, les verres ont teinté, les fourchettes et les couteaux ont heurté les assiettes. Mais cette fois, ce n'était pas pour le spectacle, c'était réel. Et je n'en avais pas fini. J'ai regardé le personnel de restauration, toujours debout tranquillement à l'arrière de la salle, et d'une voix amicale mais sincère, j'ai crié, « Et, vous aussi, venez vous joindre à nous. Vous avez travaillé toute la journée, maintenant, il est temps de vous asseoir et de prendre un bon repas. » Une jeune fille, probablement pas même âgée de 20 ans, tenant toujours une serviette, leva les yeux hésitamment. « Vous voulez dire que nous pouvons nous asseoir ?» J'ai hoché la tête sans perdre une seconde. Bien sûr. Personne ne le mérite plus que les gens qui ont fait en sorte que cette nuit ait lieu. Ils échangèrent des regards, puis lentement, prudemment, ils s'approchèrent. Ils étaient un peu timides au début, mais finalement, ils se sont fondus dans le cercle croissant autour de la table. Quelqu'un a poussé un soupir de soulagement. Un serveur plus âgé sourit et dit tranquillement, « C'est la première fois de ma vie que je suis traité comme un invité à un mariage. » Et puis la dernière surprise est venue de la dernière personne à laquelle je m'attendais, l'agent de sécurité d'avant, celui qui avait essayé de nous demander de partir aussi poliment que possible, était toujours debout près de l'entrée, l'émetteur-récepteur à la main, ayant l'air un peu incertain de ce qu'il devait faire. Je l'ai regardé et j'ai fait un petit signe de la main. « Eh, mec, tu as bien fait ton travail, mais maintenant ton service est terminé. Viens t'asseoir, prends un verre avec nous. » Le grand gaillard a été stupéfait pendant une seconde. Il leva un sourcil, puis rit. « Tu es quelque chose, gamin. » Et comme ça, au lieu de visage fortement maquillé, de costumes chers et de toasts répétés, j'ai terminé la nuit entouré de vraies personnes ou des gens travailleurs et honnêtes qui n'avaient pas besoin d'avoir l'air chic. D'une certaine manière, ils ont apporté plus de chaleur à cet espace que tout ce qu'Adrien n'a jamais essayé de construire. Après la fête, même si tout le monde avait mangé à sa faim, un étrange vide persistait dans la salle. Les tables drapées de nappes blanches étaient toujours parfaitement dressées, empilées de nourriture luxueuse intacte, fruits de mer de première qualité, coupes de bœuf de choix, mousse au chocolat surmontée de fraises façonnées comme de petites œuvres d'art. Tout était assis silencieusement, comme si la célébration n'avait jamais vraiment commencé. À ce moment-là, le responsable du restaurant est arrivé. C'était un homme bien soigné d'une cinquantaine d'années, les cheveux soigneusement plaqués en arrière et un sourire peaufiné au fil des années de service à la clientèle. Il a jeté un coup d'œil autour de la salle silencieuse, ses yeux s'arrêtant sur chaque chaise vide, puis s'est tourné vers moi et a dit d'une voix douce mais sincère, « Monsieur, étant donné tout ce qui s'est passé aujourd'hui, nous comprenons que c'était une situation inhabituelle. » Il a fait une pause, puis a continué, « Donc, le restaurant a décidé de vous facturer seulement 2/3 du coût. Nous nous occuperons du reste nous-mêmes. » Je savais ce que cela voulait dire. S'en occuper signifiait généralement revendre la nourriture inutilisée ou l'envoyer par les canaux arrière que les restaurants utilisent pour les surplus. Mais pour une raison quelconque, cette idée ne me convenait pas. J'ai regardé à nouveau autour de la salle, les repas préparés pour des gens qui ne valorisaient rien de plus que les apparences, puis j'ai vu autre chose dans mon esprit, des hommes maigres affalés contre les coins des rues de Houston, des mères célibataires serrant leurs enfants dans la file d'attente des distributions alimentaires. Je me suis tourné vers le responsable, j'ai offert un sourire poli, mais j'ai parlé fermement. Pas besoin de réduction. J'ai payé pour cette nourriture, et j'aimerais décider comment elle sera utilisée. Je me suis dirigé vers le comptoir de service et j'ai appelé quelques membres du personnel qui commençaient à nettoyer. Pourriez-vous s'il vous plaît emballer toute la nourriture restante pour moi? Ils ont semblé surpris, incertains de ce qui se passait, mais n'ont pas posé de questions. J'ai simplement hoché la tête et je me suis mis au travail rapidement. Une fois que tout était emballé et prêt, je suis sorti, j'ai sorti mon téléphone et j'ai passé un appel auquel je pensais déjà depuis 1 heure. 1 heure plus tard, un petit camion d'une association caritative locale s'est arrêté devant le lieu.
Mon équipe et moi attendions, chacun de nous a pris des boîtes et les a chargées sur la voiture, une par une. 30 minutes plus tard, nous sommes arrivés dans un quartier connu pour sa communauté de sans-abri. De l'autre côté de la rue, les gens ont commencé à se rassembler, des gens qui n'avaient jamais été invités à un banquet chic et n'avaient jamais touché un repas qui coûtait plus de la moitié d'une journée de travail. Un homme plus âgé, si maigre que son vieux costume semblait pouvoir lui glisser des épaules, s'est avancé. Il a ouvert un contenant de nourriture, et ses yeux se sont illuminés lorsqu'il a vu un steak encore chaud à côté d'une petite tarte. Il m'a regardé, les mains tremblantes, et a demandé d'une voix douce, presque un murmure, « Nous pouvons manger ça ?» J'ai hoché la tête, j'ai souri et j'ai répondu doucement, plus pour moi-même que pour qui que ce soit d'autre, bien sûr. Certaines personnes ne savent pas apprécier ce qu'elles ont, mais celles qui le font, elles méritent mieux. Et à ce moment-là, en regardant des gens qui avaient été négligés pendant si longtemps être traités comme des invités d'honneur, j'ai réalisé que le festin de mariage avait enfin trouvé les bonnes personnes à servir. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, la valeur d'une personne ne se mesure pas au costume qu'elle porte ou à l'admiration feinte d'une foule. Elle se manifeste dans la façon dont elle traite les autres lorsque personne ne regarde et qu'il n'y a aucune pression pour être gentil. Elle se révèle du côté où elle choisit de se tenir lorsqu'elle est forcée de choisir entre la fierté et la gratitude. Je croyais autrefois que je faisais tout pour ma famille, pour le sang. Mais la vérité est que tout le monde né sous le même toit ne comprend pas ce que signifie la famille. Et parfois, ce sont les étrangers ou vos collègues, les serveurs à une fête, ou même un homme vivant dans la rue qui reconnaissent votre valeur plus que quiconque partage votre nom. Ce festin n'était pas destiné à eux, mais à la fin, ce sont eux qui méritaient vraiment une place à la table. Et peut-être, juste peut-être, c'était la célébration la plus significative à laquelle j'ai jamais participé. Et avant de conclure cette histoire, je veux vous demander, mes chers auditeurs qui êtes restés avec moi jusqu'à la toute fin, avais-je tort d'exposer la fausseté au milieu d'une célébration que j'avais payée? Ai-je été trop dur de demander à ceux qui m'avaient autrefois rejeté de quitter la salle sous le regard de tous ceux qui étaient présents? Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Je veux vraiment savoir. Si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime et de la partager avec quelqu'un qui, selon vous, pourrait avoir besoin d'une perspective comme celle-ci. Merci, et je vous retrouverai dans l'histoire suivante.